bienvenue dans leur sup, l'émission horlogère du podcast Radio VGL que nous filmons pour la première fois. Je ne recommencerai pas cette intro, je la trouve très très bien. Nous sommes aujourd'hui, bien entendu, aujourd'hui avec Marine, qui est ma co-host. Bonjour Marine. Salut les amis, bonjour, merci à toi de nous recevoir Étienne. Mais merci de venir. Et Étienne Malek de 10e arrondissement de Baltic. Oui, car nous sommes chez Baltic. Ouais, et nous sommes chez Baltic et merci pour l'accueil. Et on reprend un petit peu ces épisodes, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça fait quand même un petit moment qu'on. Il y a eu un petit laisser-aller. Il y a eu un petit laisser-aller et c'était pas. Petite pause. C'était pas faute d'avoir envie. On est d'accord. Non, on avait très envie. On avait très envie. Et donc avec Marine, la semaine dernière, on est allé faire le tour auto. Voilà. Marine C'était pas mal. Marine avait envie de participer au Tour Auto, qui est donc, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, une course automobile ancienne qui se passe tout autour de la France, qui est un peu un revival du Tour de France automobile des années 50, 70, de 50 à 70 en gros. Et Baltic est chronométreur officiel du Tour Auto. Exactement. Et donc par conséquent... Depuis 3 ans. Par conséquent, nous nous sommes dit qu'il serait quand même peut-être intéressant de faire ce parallèle entre Baltic, l'automobile, savoir comment Baltic va. De faire un petit débrief de cette expérience à une semaine post-Tour Auto. Est-ce qu'on est tous redescendus ou pas ? Marine, tu vas déjà nous dire comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi, c'était ma toute première fois. Ok. Donc, c'était sûr, elle allait la faire celle-ci. Non, mais franchement, j'ai adoré. Alors, merci à Baltic. J'ai adoré parce que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'intensité d'un point de vue aussi bien automobile que humain tant qu'on l'a pas vécu. Ouais, de l'extérieur, ça a l'air d'être un truc un petit peu assez élitiste, un peu un truc on sait pas trop, des gars qui s'amusent avec leur voiture à plusieurs centaines, de quelques dizaines à plusieurs centaines, voire millions d'euros. Et puis en fait, de l'intérieur, c'est un truc super humain où en fait, c'est que de la passion, c'est que de la bonne humeur. Ouais, de la bonne humeur, de l'envie, du partage. Et c'est vrai que il y a rien de tout ce qui peut en fait transparaître extérieur, mais en fait à l'intérieur non, c'est juste de la passion. Et puis en fait si tu participes, même si tu viens juste voir, bah tu fais partie du truc et puis t'es dedans et puis on t'emmène et puis on te partage et puis donc voilà quoi. Donc, et j'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de jeunes, je m'attendais pas à ce... Alors je crois que c'est de plus en plus jeune. Ça n'a pas toujours été, je pense, aussi jeune que ce que tu as pu voir cette année. Mais non, mais ça fait partie des nouvelles petites caractéristiques du Tour maintenant, c'est que ça se rajeunit sûrement enfin. Parce qu'effectivement, c'est un truc... Alors, je pense que tu peux pas exactement comprendre qu'est-ce que cet événement peut être dans sa globalité quand tu l'as pas vécu de l'intérieur, ce qui est forcément assez évident, je dirais, mais en fait, la chose qui est difficile à palper, c'est que il y a des gens sur le bord de la route tout le long du parcours finalement. Ouais, c'est incroyable. Il y a une vraie émulation, il y a toujours la passion de l'automobile en fait en France, même si c'est un pays qui a une relation avec ce milieu-là très compliqué. D'ailleurs, tiens, on va embrayer direct avec une question. Comment... Bon, alors, vous êtes Baltic, vous êtes une montre, s'il y en a qui regardent et qui savent pas ce que c'est Baltic, c'est une marque de montre qui a été lancée il y a 8 ans. 8 ans. Ouais. J'allais dire presque 10 ans. Donc, 8 ans, vous faites des montres... alors, vous êtes une marque française, mais vous revendiquez pas Made in France. Vous faites des montres néo-vintage, on peut dire ça comme ça, avec des grosses inspirations vintage, boîtier step case, inspiration plongeuse, etc. etc. Donc, vous êtes une marque montée par des jeunes, super dynamique, etc. Mais... Bon, on va pas refaire l'article de la marque. Si vous avez envie d'aller voir, découvrez Baltic, baltic.com. Balticwatches.com. Baltic-watches.com. Mais comment vous avez fait, vous Bon, je sais que vous êtes 3 fondateurs passionnés.
toi, on sait que t'es passionné, vous êtes piqué d'auto. Mais comment vous avez pris la décision de vous dire, on va aller vers l'automobile en tant que marque de montre, dans de l'automobile qui pue, dans de l'automobile qui fait de la fumée, dans un univers qui aujourd'hui est profondément green, sustainable, etc. Moi, c'est une question. Oui, parce que vous allez pas du tout dans cette partie du milieu auto. Ouais, bah en fait c'est clairement tu vois le côté passion et le côté humain qui nous attire en premier, et en fait c'est exactement moi ce qui m'a toujours attiré dans les montres et en fait dans n'importe quelle passion, c'est toujours ça que tu découvres finalement, c'est toujours un prétexte. Il y a jamais je veux dire, au final, ce qui t'apporte quelque chose dans la passion des montres, dans la passion de l'auto, dans la passion de plein de choses, c'est le fait de rencontrer des gens, d'échanger des choses, des connaissances communes, des anecdotes avec d'autres gens qui partagent la même attirance que toi pour un milieu spécifique. Il n'y a pas eu de calcul marketing. Alors, il n'y a pas eu de calcul marketing là-dedans, oui et non, si tu veux, tout a été toujours très naturel. Alors le fait d'en venir aux montres, ça a été le même processus, c'est-à-dire que c'est une histoire. Alors je vais passer rapidement dessus parce que du coup ça pareil, c'est une histoire qu'on peut retrouver assez facilement sur le site, mais mon père était collectionneur de montres, il est décédé quand j'étais jeune, j'ai hérité de sa collection, et en fait sans me poser trop de questions et pour apprendre à le connaître, j'ai découvert sa collection à 16 ans, grosso modo, 15-16 ans. Et en fait, très vite, j'ai ressenti le besoin d'échanger avec des gens sur pourquoi ce modèle-là est plus intéressant que celle-ci. Et en fait, tu te retrouves à discuter avec des gens, partager des connaissances, partager des choses, des anecdotes. Et c'est là où tu t'abreuves finalement des autres pour apprendre un nouveau milieu. Et c'est toujours, en fait, ce sentiment est hyper excitant. Et j'ai toujours nourri une attirance... Et de toute façon, tu sais ce que c'est quand t'es gamin, les voitures, tu regardes un enfant de 4 ans, il y a une bagnole qui passe dans la rue, et tous les regards se pointent vers ça. Ça a toujours été un objet attirant, il y a un truc, et j'ai toujours été attiré par ça. Et en fait, si tu veux, donc on a fait les premières sorties des Baltiques en 2017 sur Kickstarter, et le second projet, c'était un projet automobile, parce qu'on voulait faire une Panda, qui est en fait un modèle... une combinaison de couleurs assez classique dans l'horlogerie, mais qui est souvent liée au milieu auto. Et du coup, c'est là où, au final, on réfléchit à comment on peut orchestrer cette sortie. Et pareil, il y a un autre truc qui est redondant chez nous, c'est qu'on essaie toujours de faire des beaux films à la sortie de nos montres. C'est ce qu'on a fait à la première sortie et ce qu'on fait encore. Vous avez toujours la même agence, je crois, qui vous fait ça. Alors c'est toujours le même réal, en tout cas, c'est Antoine Paille, un de mes meilleurs potes, ouais. Et qui avec qui, tu vois, on s'est dit Antoine, qu'on salue, hein, si regarde bonjour Antoine. Ce podcast. Salut Antoine. Hello Antoine. Et du coup, en fait, on a planché sur le sujet et on s'est dit qu'il fallait faire un truc sur l'auto. Et en fait, si tu veux, c'est venu naturellement. On n'a pas conçu, tu vois, la marque en se disant, on est plus passionné d'auto que de montres. Ouais. Mais ça s'est fait naturellement ou quand vous avez... Totalement. Ah oui, quand vous allez lancer la marque, c'était pas dans le cahier des charges que vous êtes fixé. Non, pas du tout. Vous étiez trois mais tous les trois, vous êtes vraiment piqués d'auto aussi. Ça s'est fait naturellement, mais si tu veux, tu mets dans ta marque, en fait, tu mets ton empreinte et ton ADN à toi. Et en fait, à un moment donné, si ça fait partie des choses que t'aimes et ça fait partie des choses que t'as envie de retrouver dans ta marque, soit tu fais le choix de ne pas le faire parce que tu as l'impression que c'est pas le bon truc, soit tu trouves un angle intéressant. Et là, il se trouve qu'on était plutôt déterminés d'essayer de trouver un angle qui nous paraissait intéressant pour lier les deux univers qui de toute façon matchent évidemment parce que c'est les mêmes personnes, c'est les mecs qui collectionnent des bagnoles, c'est les mecs qui collectionnent des montres et inversement. Donc au final, il y a aussi bien évidemment une pertinence marketing qu'on trouvait suffisamment, en tout cas pertinente pour pouvoir le faire, quoi. Ouais, mais alors c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Il y a une pertinence, mais en même temps, ça te démarque pas. Enfin, l'auto et l'horlo. Ouais, bien sûr. Vous n'êtes pas les premiers, vous serez pas les derniers. Mais... Et en même temps, tu vois, je suis assez persuadé que t'as pas nécessairement besoin tout le temps de te démarquer de façon extrême par rapport aux autres pour être pertinent. En fait, il y a toujours, dans ce que recherche
quelqu'un chez une montre, il peut aussi y avoir une notion de confort esthétique, à savoir quelque chose sur lequel tu connectes et quelque chose qui est pas nécessairement, tu vois, de l'ordre de, je sais pas, d'un design complètement révolutionnaire, etc. C'est-à-dire que, et ça c'est du confort esthétique au final, te dire je matche bien avec un design simple, avec un milieu qui me parle, avec un truc. Tu vois, c'est comme un t-shirt blanc, quoi. Si tu le portes de la même façon à 15, 25, 40, 60 ans, bah voilà, c'est ce confort visuel-là, t'en as besoin aussi dans certains milieux. Et franchement, et c'est horrible à dire, mais on n'a pas l'impression de devoir réinventer la roue. On veut juste faire des trucs simples, cohérents, beaux, avec la bonne démarche. Et qui vous ressemblent aussi. Et qui nous ressemblent. Et j'ai envie de dire, ça a l'air de plutôt bien marcher. Non, mais tu vois, non, mais bien sûr. Quand tu dis on n'a pas besoin de réinventer la roue, ouais, mais en fait, tu te rends compte que ce que vous faites, vous, ça marche bien. Vous avez une super clientèle, vous avez des gens qui achètent plusieurs montres, ça marche dans le monde entier. Vous avez ouvert un showroom en Angleterre, à Londres, vous avez ouvert à New York. Vous ouvrez. On va ouvrir une boutique à côté de la place Vendôme, rue Daniel Cazin. Voilà. Donc ça, c'est première boutique. Ça, c'est la première boutique. La marque avec vraiment pignon sur rue. C'est la première boutique puisqu'on a toujours fait des showrooms comme ici. Vous avez rien West Coast? Non, il y a rien genre. Il y a rien West Coast. San Francisco, East Coast, West Coast, Marie. Snoop Dogg. Non, il y a rien West Coast. Bien évidemment, on aimerait bien le faire partout. Ouais. Il faut que ce soit pertinent. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut et puis c'est des coûts. Ouais, et puis il faut quelqu'un surtout de l'organisation humaine et administrative. Ouais. Donc, on y va quand même. Étape par étape. Et le fait justement. Et là, la boutique, c'est une grosse étape pour le coup. Et de pas avoir d'avoir que des showrooms, c'est pas en termes d'image c'est pas plus difficile parce que les gens ne passent jamais devant chez toi par hasard. Faut prendre rendez-vous. Donc j'imagine que c'est un gros travail de com aussi derrière. Alors en fait, on a fait ça depuis le début. Depuis 8 ans, on a un showroom. Depuis même avant que la marque soit créée, on avait un showroom. Parce que du coup, en fait, on avait une marque de lunettes avant. Donc, on avait déjà un bureau rue Saint-Maur. Et on avait un petit espace de réception pour les clients B2B. Un peu le même genre dans une petite rue. Ouais, et ça a jamais changé. Là, pour l'instant, le format a toujours été le même. Et en fait, avant de faire le Kickstarter en 2017, tu sais, c'est une époque où... J'ai vraiment l'impression d'être un vieux con. T'es un vieux là quand tu dis ça. Alors que c'était en 2017, tu vois. Enfin, c'était en 2016. Et on parle de presque il y a 10 ans. Mais quand même. Et au final, les gens n'avaient pas encore l'habitude de consommer des montres sur Internet. C'était encore différent. Patek ne voulait pas faire de compte Instagram. Rolex non plus. Enfin, tu vois, c'était un monde horloger un peu différent que t'as connu. Ouais, bien sûr. Et encore, moi, je suis arrivée... ça avait déjà pas mal explosé, en tout cas professionnellement. Tu vois, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas dans les clous. Et là, vu qu'on faisait un projet Kickstarter, on était une société digitale et on voulait prouver aux clients potentiels qu'on avait des protos fonctionnels, physiques, à montrer, à essayer, à mettre sur le poignet, et qu'on n'était pas juste en train de faire des 3D semi convaincants. Donc, en gros, on a fait une landing page, on montrait les photos des 2 premiers modèles et on proposait aux gens de prendre rendez-vous pour venir essayer les montres. Et donc, on a sorti le calendrier interactif en janvier 2017. Et entre janvier et avril, j'ai fait 250 rendez-vous au bureau pour montrer les premières Beltiques avant le Kickstarter de 2017. Il y avait le des gens novice du rendez-vous. J'avoue, c'était. Mais alors, je pense que ça doit être ultra formateur parce que tu rencontres ton client, tu discutes avec lui, il te partage. S'il y a rien de mieux pour un entrepreneur que d'être au plus proche de la personne qui va mettre X centaines d'euros pour les motivations des gens. Après, je comprenais aussi qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Des gens qui venaient des États-Unis, qui étaient là en voyage touristique avec femmes et enfants. Tu réalises à qui tu vas vendre ta montre, quoi. Et
typiquement un mec en profitait pour faire un petit crochet au bureau c'est marrant. pendant une demi-heure pour juste venir voir la montre qu'il allait potentiellement acheter quelques mois. Déjà au tout début, le marché américain était, le client américain était présent. Ça n'a jamais changé, pareil. En fait, on a des constantes qui n'ont pas bougé. Le marché américain, chez nous, c'est 35 à 40% du chiffre, en gros. Et ça a pas bougé. La France, ça a toujours été 15 et l'Angleterre 10 et l'Allemagne quasiment 10 aussi. Et ça, depuis le début, ça a jamais changé. Il y a vraiment ça a été super constant. Il y a eu des évolutions. Les Américains aiment bien vos montres, quoi. Mais même de manière assez générale, j'ai l'impression que les marques françaises ont quand même sont quand même appréciées globalement dans leur du marché américain. C'est c'est l'image que la France renvoie du luxe, même si là on est très loin d'être une marque de luxe, bien évidemment. Mais comment vous définissez d'ailleurs comme marque? Si tu te dis, tiens, c'est quoi l'ADN de Baltic? Et puis comment c'est une marque de luxe parce que vous faites quand même des montres qui commencent à 450. Ouais, c'est ça, jusqu'à 2005. Non, ça va, ça dépend. Tu vas avoir la Tour Auto, elle était qui seront peut-être un petit peu plus chères que ça, mais grosso modo sur le catalogue permanent, c'est ça entre 450 et 2000. Donc vous avez quand même un grand écart. En fait, c'est assez difficile, même pour moi, c'est assez paradoxal, mais de définir exactement ce qu'on est. Je dirais qu'on est une marque généraliste, plutôt accessible. D'accord. Et je dis généraliste parce que justement on parle du milieu auto depuis un petit peu le début parce que ça a été un peu le sujet la semaine dernière. C'est ça. Mais on n'a pas envie nécessairement de se concentrer que sur ça, puisqu'il n'y a pas que ça. Les plongeuses sont un gros dossier chez nous aussi, et c'est des dossiers qu'on réaborde cycliquement aussi sur d'autres collections, et on veut être un peu la marque de montre que tu vas voir quand soit tu as envie d'acheter ta première montre sympa et que tu as un budget raisonnable, soit éventuellement une alternative intéressante à des marques traditionnelles parce que tu te sens plus connecté nécessairement avec je sais pas Tissot, Longines, Victorinox et ce genre de marque, ou tout simplement une alternative à des gens qui ont un peu et ça c'est revenu assez souvent, qui ont un peu fait le tour et qui en fait là s'intéressent maintenant à des marques comme nous. Alors je dis nous, mais ça peut être tous les copains à droite à gauche dans le Furlan-Marie, le Nevada, c'est ça. Beaubleu, Serica, tout cet environnement au final où en fait on offre une alternative plus proche en termes humains. La distance entre la marque et le client est quand même il n'y a pas de rendez-vous en boutique. Voilà, c'est pas des mastodontes, et je pense aussi ça correspond à une clientèle et une expérience aujourd'hui et une époque que tu as envie de vivre en achetant quelque chose. L'expérience est totalement différente. Alors elle est pas nécessairement elle est pas comme ça ici en showroom en discutant ensemble tout le temps pour tout le monde, bien évidemment. Venez, vous aurez la même expérience. Si t'habites à Denver, il y a Étienne qui se pose comme ça et qui prend une heure, on discute, on sort les micros. Alors attention parce que tout est enregistré, donc potentiellement. Donc tout le monde n'a pas nécessairement cette expérience. En tout cas, la distance entre la marque et le client final est clairement plus courte que dans les circuits traditionnels. Et je pense qu'en fait ça, au fond, que tu sois collectionneur de Patek, que t'aies 22 ans et que t'aies mis ta première paye dans une montre, ou que t'en aies 40 et que t'as 2-3 Omega, Rolex et autres, je pense que c'est forcément attirant dans un sens. Et à mon avis, c'est ce qui change un petit peu la donne. Donc pour revenir à comment tu définis. Comment je définirais la marque? Vous définissez chez Baltic, quoi. Marque généraliste, accessible, où je dirais qu'on met un petit peu en valeur les caractéristiques de montres vintage, à savoir les proportions, chose à laquelle on est super attaché. Donc on veut faire des montres relativement petites, bien proportionnées, parce que je trouve qu'il y a eu vraiment tout un peu ces dernières années en termes de proportions, tu vois, et je trouve que c'est un des éléments les plus importants, donc de revenir un peu à du vrai,
dans un écrin accessible et en étant, tu vois, toujours sensible à l'histoire, parce que j'ai toujours trouvé que dans les montres, c'est le parfait écrin pour amener des histoires, et c'est pour ça qu'on fait les films toujours d'ailleurs. Plein diraient que c'est du marketing et que c'est vendre du bullshit, si tu veux, dans un sens. Moi, je trouve que ça fait totalement partie de l'histoire, ça fait totalement partie de la légende, et toutes ces histoires qui peuvent circuler autour d'un objet font partie intégrante de l'objet même. Et je trouve que c'est super intéressant de l'aborder comme ça, quoi. J'ai pour donner envie. Je trouve, enfin, j'ai toujours eu une anecdote de vie où je me suis dit, mais ça c'est quand même du marketing, mais c'est super intéressant. Je voulais être pilote quand j'étais gamin, pilote d'avion. Malheureusement, je ne peux pas parce que du coup j'ai des problèmes de vue. Et en fait, cet intérêt pour l'aviation, j'ai continué à l'avoir quand je me suis intéressé aux montres quand j'étais jeune. Et la première montre que je me suis achetée, c'est une Rolex GMT. J'avais mis un peu de sous de côté, j'avais vendu quelques montres et tout. Et parce que je me sentais plus proche d'être pilote avec une GMT au poignet que en m'achetant une autre chose, une Explorer, une Submariner, où j'avais moins cette connexion en termes d'histoire. Et type 20 ou type 20 par exemple, une belle Road. Et je sais pas, et je trouve que ce marketing là, il est intéressant. Il est pas, en fait, le marketing c'est souvent vu négativement. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, puisqu'au final, en fait, c'est juste le fait de raconter des belles histoires, et c'est ce dont tu te souviens à la fin, quoi. Oui, après il faut savoir bien le piloter aussi. Bien sûr. Pour revenir au pilotage. Au pilotage. Mais c'est. Et d'ailleurs, on parlait, excuse-moi, en termes de produits. Ne me coupe pas comme ça. Je suis très susceptible. de diamètre, parce que tout se joue aussi. Tu te définis dans des proportions assez contenues. Ouais. Ça va de combien à combien En gros, là, maintenant c'est 36 à 41. 36 à 40, il y a un modèle en 41. Sinon, c'est 39,5 max d'ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé en se disant... Parce que maintenant, c'est pareil, il faut prendre un peu de perspective sur les 8 dernières années. Quand on a lancé Baltic en 2017, les grosses montres étaient toujours présentes de façon massive dans tous les catalogues de toutes les marques. Et en fait, moi, j'avais vraiment ce truc-là de je ne comprends pas pourquoi quand tu vas chez une marque traditionnelle, tu es obligé de choper une montre en 43 mm, sachant qu'on a les mêmes poignées que dans les années 70, dans les années 2000, et on aura les mêmes poignées dans 30 ans, quoi. Ouais, globalement, le poignet moyen, il doit être aux alentours de 17,5, 18. Ouais, 17,5. Une montre en 39-40 sur un poignet de 17,5, c'est ce qui est à peu près... c'est relativement... Voilà. Ça dépend de la manière dont les cornes sont agencées, dont le boîtier est fait, mais bon, qu'elles soient à peu près de toutes les formes, 39-40. Et c'est vrai que sur le marché, t'as quand même beaucoup de 42, 43, ça peut même aller jusqu'à certains 45. Patek, ils ressortent une montre, ils sortent une... Tudor aussi. Tudor, voilà. C'est un peu bizarre. C'est étonnant. J'avoue ne pas trop comprendre. Alors, vous avez peut-être des infos, des insights que j'ai pas. Bah après, c'est sûr que tous les marchés sont pas comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des marchés qui sont un peu plus... qui sont demandeurs de plus de grands diamètres. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être en Europe, un peu des puristes. Ah non, mais vous voulez des petits diamètres, etc. Non, en fait, on veut juste une montre qui passe sous une manche de costume, sous une manche de chemise. C'est peut-être aussi notre génération. Alors, moi, il y a un truc qui me semble quand même... Parce que justement, tu parles de culture dans... Ok, pourquoi chez nous on a des petites montres et peut-être que dans d'autres pays les diamètres sont un petit peu plus costauds, mais je trouve qu'il y a quand même un élément sur lequel que tu habites en Asie, en Europe ou aux États-Unis, gros, c'est moins confortable. Ouais, c'est sûr, ouais, ça vient en plus. Ça reste, voilà, quand ça passe pas bien sous une manche de pulse, de chemise, de costume, c'est vrai que c'est un peu moins confortable. Et j'ai toujours été gêné un peu de cette grosseur, de l'inconfort de ces montres-là à l'époque. Et du coup, c'est pour ça, en fait, j'avais pour vraiment référence de repartir sur des tailles d'avant, en fait, que je trouvais plus satisfaisante. Parce que toi, la collection dont tu as hérité, c'était une collection des années 70. C'était une collection des années 70-80, en gros.
donc des montres un peu plus donc des montres beaucoup plus raisonnables en taille. Et puis après, en fait, dans cette collection-là, il y avait plein de trucs. Il y avait une centaine de pièces, donc il y avait vraiment. Oui, et puis il y avait pas que des montres des années 70-80, quoi. Et il y avait plein de trucs. Enfin, tu vois. Mais grosso modo, c'était que des montres. Il y avait différentes catégories, entre guillemets. T'avais des montres de brocante, tu vois, dans je sais pas, peut-être 40% de la collection. Et puis après, t'avais des montres un petit peu plus intéressantes avec des historiques un petit peu plus intéressants. Et le Primero notamment, Navitimer, Speedmaster et quelques Tudor et mais Rolex. C'est vrai qu'une grosse montre en 1970, c'était une montre de 39, 38, 39, ouais. Parce qu'au final, c'était plutôt 36, 35, 34, c'est ça, quasiment les petits. Alors qu'aujourd'hui, 35, bon, c'est un peu la limite, je crois, pour descendre. Vous avez une clientèle féminine ? Alors, on a une clientèle féminine qui est malgré tout relativement réduite. Et on a souvent une clientèle féminine d'ailleurs qui offre des cadeaux à leurs copains. Donc en fait, on a du mal à déterminer quelle est la vraie proportion de clientèle féminine chez nos clients. Alors on a les chiffres, bien évidemment, sur les ventes, ça représente entre 12 et 15% selon les périodes, grosso modo, ce qui est pas grand-chose. Et c'est un marché que vous avez envie une clientèle que vous avez envie de toucher davantage ou... Complètement. Alors, on a pris beaucoup de temps, juste. En fait, on n'a jamais vraiment eu l'impression de vendre que. On n'est pas hyper masculin dans l'approche, si ce n'est que dans notre communication, en fait, par défaut, on a toujours eu des poignets masculins parce que, en fait, on a toujours eu une team de mecs au bureau. Marine, t'es la première femme à rentrer dans ces lieux. Exactement. Je peux dire, c'est la première fois. D'ailleurs, si vous m'écoutez, là, je suis la nouvelle égérie Baltique. Voilà, c'est dit. Il y a proto au poignet quand même. Proto rose de la couleur de ton pull. Et non, en fait, on a toujours eu une team masculine parce que tous les gens qui ont postulé chez nous ont toujours quasiment été que des mecs. Et du coup, en fait, par praticité, toutes les photos qu'on a sont des photos sur des poignets masculins. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette démarche, bêtement, clairement, de dire il faut faire un truc différent, il faut mettre plus de féminin sur le site, dans les photos, etc. Et c'est une démarche qu'on a en ce moment et qu'on va cultiver du coup. Mais c'est vrai on n'a jamais séparé hommes et femmes sur le site. Ça, je comprends. Toujours été neutre. Ça, je trouve ça très bien. D'un point de vue que les diamètres féminin, sont réduits, en plus. je peux me permettre. Vraiment, je trouve ça cool de pas cibler. Enfin, surtout aujourd'hui, tu vois, moi, j'aime bien porter des montres très féminines et des montres soi-disant masculines. En fait, aujourd'hui, les deux viennent se croiser, c'est-à-dire que les mecs portent des montres beaucoup plus féminines et bijoux potentiellement qu'avant. Et justement, les nanas assument beaucoup plus de porter des montres de mecs, entre guillemets, qu'avant aussi. Donc c'est vraiment la croisée des chemins. Et du coup, pour moi, ça sert plus à grand-chose de différencier les deux, de toute façon. Mais j'ai hâte de vous voir faire des montres de femmes. De forme. Mais non, justement, non, mais franchement, non, mais si, tu vois, des montres un peu, des montres. Si, parce qu'en fait, dans la montre de femmes, il y a une certaine forme de créativité et de liberté. Qui laisse beaucoup plus d'expression. Exactement. Et tu prends certaines montres qui vont être plus elliptiques, qui vont être un peu plus des montres de forme, un peu plus des montres avec certaines finesses. Allez, on va mettre un quartz parce que on va aller dans la finesse, et puis on va pas mettre une trotteuse, etc. C'est là où c'est difficile. Et non, mais tu peux avoir une certaine, une créativité qui après peut venir toucher une clientèle masculine, féminine en fonction de la sensibilité de chacun. Justement, là, maintenant on a Anaïs qui est designeuse chez nous et qui va pouvoir insuffler peut-être aussi plus d'idées de ce côté-là. Vous êtes combien chez Baltic On est en tout, donc en comptant les showrooms, les gens ici et les freelances, mais qui bossent depuis des années pour nous. Et je lui fais une petite dédicace, Thomas, mon dev qui est chez nous depuis 10 ans, donc avant même Baltic. Il travaillait sur notre autre projet lunettes résine. J'ai toujours dit raisin. C'est résine. Raisin, ça marche aussi, t'inquiète. Mais non, donc en tout, en gros, on est une quinzaine de personnes aujourd'hui. Ok.
tout compris entre les showrooms et la team ici. Mais non, c'est super important, je pense, d'avoir une vision peut-être un petit peu plus féminine aujourd'hui, parce qu'en fait aussi ça, même pour nous, je veux dire, ça insuffle de la nouveauté. Il faut qu'on arrive aussi à explorer. Oui, c'est un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge, territoire. Exactement. Et c'est super intéressant de pouvoir se dire, ok. Pourquoi finalement les femmes consomment un petit peu moins de montres. Enfin, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. Je pense que les femmes sont vraiment attirées par ça, mais il y a moins d'offres intéressantes, il y a moins ce petit déclic. J'ai l'impression qu'on leur parle pas aussi. Mais oui, non, mais c'est on ne leur parle pas. C'est exactement en fait. pour ça. Non, mais c'est vrai, sur les réseaux, tu vois que des hommes. Sur les publicités, bon, j'ai l'impression qu'encore ça va, parce qu'il y a... Il y a un effort sur les publicités. Il y a quand même de la pub avec des femmes. Je veux dire, il y a des marques... T'as des marques quand même Longines qui sont qui ont des produits non, mais toutes les marques ont des produits féminins. Regarde, chez Chanel, c'est... Chanel, Rolex, Gégère, Longines. En fait, je pense que mais je trouve qu'on leur parle. Les marques ont pas su trouver le truc. Enfin, plein de marques, certaines l'ont bien évidemment, mais ont pas su trouver le truc cool qui parle à toutes un peu, je trouve. Quand c'est plutôt facile entre guillemets chez les hommes, parce que on le disait tout à l'heure, et là je retombe dans le truc de on n'a pas réinventé la roue. Chez les hommes, ce qui nous parle, c'est le tour auto, les bagnoles, les avions. Mais chez les femmes aussi. Et chez les femmes aussi. Alors, Marine, il y a la façon d'aborder ça. Si vous la mettez dans une voiture l'année prochaine. Non, du coup, je t'ai coupé. Non, mais justement, il faut ouvrir, parce que bien évidemment que ces milieux-là ne doivent pas rester strictement masculins. La bagnole, c'est dommage. Il manque beaucoup de l'énergie féminine qu'on devrait apporter à tout ça. Quand tu vois qu'aujourd'hui, en compétition, il y a de plus en plus d'équipages féminins, tant mieux, merci. Enfin, je veux dire, c'est trop bien. Il faut partager ce plaisir-là. Il n'est pas strictement masculin. Oui, et sans rentrer dans le cliché de la pépette qui vient s'amuser, quoi. Enfin... Absolument pas. Il y a de la compétition, il y a l'envie de faire de la compétition chez les femmes aussi. C'est aussi, c'est un milieu il y a une espèce de petite gangrène quand même, parce que des mecs aimeraient bien rester dans l'entre-soi dans ce milieu-là, et c'est con. Il faudrait que ça change, et c'est en train de changer, mais ça prendra du temps. Et il faut que les femmes découvrent un peu aussi ces milieux de mecs-là, et moi, je trouve ça intéressant de déconstruire ça, parce qu'au final, en fait, tu communiques à plus de gens, on en profite tous plus, mais c'est pas forcément négatif toujours la déconstruction. C'est pas. Là, tu veux déconstruire Non, mais il y a trop d'entre-soi dans ce milieu, et dans plein de milieux, et surtout dans les milieux de mecs un peu men be men, tu vois. Et non, de temps en temps, c'est cool d'avoir un petit peu de fraîcheur, justement, de nouvelles personnes, de nouveaux profils, dont les femmes font clairement partie, et il faut, des fois, il faut déconstruire. S'ouvrir. J'assume. T'assumes ta déconstruction. T'es d'accord avec ça ou pas? Tout à fait. Moi, j'ai adoré l'expérience Tour Auto, et je pense que c'est pareil. C'est aussi à nous de le rendre accessible à d'autres gens, à d'autres générations, et aussi à des nanas, pour leur montrer que c'est pas qu'un milieu de grosses mécaniques, de techniques. C'est vrai. Il y a Mylène avec Billette d'Orange, avec le Women's Motor Club. Typiquement, voilà, c'est ce qu'elle essaye aussi un peu d'insuffler, d'apporter comme ça un univers, son univers à elle. J'ai même pas envie de dire féminin, parce que son univers à elle, et des femmes qui adorent l'auto, quoi. Enfin, je veux dire, je suis allé à... La dernière fois, j'ai vu une de leurs rencontres. T'as eu l'honneur d'assister à leur rencontre. Ça, j'aimerais bien. Vraiment, j'étais un peu en off, derrière une vitre sans teint. Je trouve ça génial, parce que c'est vraiment en fait, en discutant, t'as l'impression que c'est pas contre nature, j'ai même pas envie de dire ça, mais c'est tellement un peu genre des femmes qui parlent d'automobile, t'as l'impression que c'est bizarre, quoi. Alors qu'en fait, pas alors du tout. Alors que du coup, c'est intéressant. T'as envie. Enfin, j'avoue, moi, j'aurais bien envie d'y être,
pour voir un peu quels sont les sujets de discussion, comment on aborde les choses. Est-ce que justement on les aborde de la même manière? Sûrement que si la façon d'aborder les sujets est différente, et bah pourquoi pas découvrir la façon dont les femmes l'abordent. Et non, en vrai, c'est hyper intéressant. Il faut pas que ça reste qu'un truc de mec, c'est un peu une connerie, je pense. Mais ouais. Même si voilà, le cuir est épais, je pense. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi une manière d'aborder la chose un peu moins sur la technique, sur c'est sûr. Uniquement le produit. On est peut-être plus dans l'univers. Puis il y a plein de trucs dans l'auto. Pour moi, c'est un peu un sport de glisse. T'as aussi, je sais pas. Faut pas trop glisser quand même, hein, parce que. Non, pas trop. Faut pas glisser en dehors de la route, tu vois. Mais glisses, là, sur je sais pas. Il y a des sensations, il y a des trucs, C'est pas que, voilà. Je sais pas. Moi, j'ai toujours été intéressé par le son. J'écoute beaucoup de musique et je trouve que en fait, le bruit d'un moteur, c'est très musical. Alors putain, ça va sembler hyper. Mais non, mais moi, ça me fait vibrer aussi. Mais oui, il y a vraiment un truc musical là-dedans. Il y a un côté sport glisse là-dedans. Le bruit fait partie inhérente. La critique principale du problème de la voiture électrique n'est pas du tout sur le confort de conduite, sur la performance, etc. Sur les oreilles. C'est principalement sur le bruit. Non, mais c'est vrai. Ouais, parce que conduit n'importe qui critique les voitures électriques sur la performance, machin, il y a rien de plus performant qu'une voiture électrique. C'est toutes des catapultes. T'achètes la moindre Zoé, tu mets pied dedans, tu prends un kickdown de GT3 RS. Mais juste, t'as pas le plaisir, parce que le plaisir auditif kickdown de GT3. Celle-là, elle est pas mal. Affichée très très haut, très très fort. Et Renault. Non, mais par contre, tu vois, pour la Zoé, et à l'inverse, tu prends un gamin de 3 ans, le premier truc qu'il fait, c'est oui, voilà, il fait pas. Non, mais voilà, donc il y a un vrai plaisir auditif et c'est pas pour rien. Enfin, l'audiophilie, si je peux dire ainsi, le plaisir audiophile est très proche du plaisir automobile et du plaisir horloger, parce que l'horlogerie c'est de la mécanique et de la micromécanique, que la voiture c'est de la mécanique et aussi de l'audio, et que l'audio c'est aussi de la micromécanique et de l'audio. Donc tu vois, en fait tout ça c'est un peu lié, et c'est des plaisirs aujourd'hui qui sont très liés entre eux, et finalement tu retrouves un peu les mêmes personnes dans tous ces univers-là. Toi, t'es un peu là-dedans. Moi, je suis un peu là-dedans. Marine, elle est là-dedans aussi. Circuits cérébraux sont les mêmes. Non, mais ça communique au même truc. Exactement. Et tu dois pouvoir même rapprocher ça de ceux qui font un peu du modélisme ou des choses comme ça, parce que t'as un peu le même plaisir encore clairement. Donc, mais on était parti sur l'ouverture aux femmes, et là on est en train de dériver. Et là, on a dérivé. On est en train de dériver, mais d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des produits. On va essayer de raccrocher les wagons avec les produits. On en est où? On va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les next steps chez Baltic, les grosses sorties là? En fait, avant de parler produits, je pense qu'il y a deux projets qui sont peut-être même encore un petit peu plus que ça. Pas plus intéressant, mais avec une envergure un petit peu plus grande en termes stratégiques pour nous. On va ouvrir notre première boutique rue Daniel Casanova avant la fin de l'année, j'espère. Une première boutique, c'est quand même un événement important au bout de presque 10 ans. Ouais, c'est un événement super important, et c'est un événement qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît. En fait, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport assez bizarre aux boutiques. J'ai travaillé dans une boutique pendant quelques mois, Lepage, à Rouen, pour le citer. Bonjour Olivier, mon ancien maître de stage. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de ne pas rentrer dans une boutique. Je sais pas. J'ai toujours eu cette envie de ne pas rentrer dans une boutique. Exactement. Je sais pas, il y a un truc avec la sécurité, avec potentiellement un peu toutes les expériences qui, pour ma part, ont été souvent très négatives dans les boutiques. Pas très chaleureuse. Pas très chaleureuse. T'as l'impression de déranger, ou t'as l'impression que t'es pas assez bien pour rentrer. J'ai déjà poireauté 20 minutes devant une boutique parce qu'on m'a pas laissé rentrer, et c'était une... Faut dire que regarde comment très grande marque. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas arrivé tout de suite sur la boutique.
Ah non, bah, de toute façon, showroom, ça a toujours été trauma, quoi. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de nous, puisque depuis le début, on a toujours eu des showrooms dans nos bureaux et on a toujours mis en place cette stratégie pour montrer qu'on n'était pas juste un projet qui était Kickstarter, Kickstarter non palpable, une 3D, un truc que vous avez commencé sur Kickstarter, ça pouvait donner un peu l'effet de voilà, c'est juste un coup t'as les photos, les belles photos, elles sont là, ok, on te les présente, mais derrière il se passe quoi? Et ben non, justement, on est là aussi pour vous montrer que physiquement vous pouvez les essayer, vous pouvez venir les voir, avoir une expérience. Et donc ça, on l'a fait dès le début dans nos bureaux rue Saint-Maur, dans le 11e, et on a gardé en fait cette stratégie de pouvoir, si tu le veux, sur rendez-vous, montrer le produit. Alors la prise de rendez-vous est top, puisque du coup ça permet d'avoir un slot libre où tu peux avoir une expérience, tu peux découvrir tout ce qui se passe ici. Les montres sont en libre essai entre guillemets, et justement ce qui peut être un peu plus compliqué dans une boutique. Tu vois là, tu vois toutes les montres qui sont alignées. Peut-être que dans la boutique tu pourras pas les aligner. Alors justement, l'idée, c'est dans cette boutique-là, en fait, quand tu ouvres une boutique, donc ça peut paraître assez simple de poser 2-3 meubles, jeter les montres à droite à gauche. Surtout que vous savez le faire, l'endroit est sympa. Alors l'endroit est sympa, mais est-ce que tu abordes une boutique de la même façon que en faisant un showroom? Je crois pas, justement. Et en tout cas, c'est la constatation qu'on a. Moi, je trouve que dans une boutique, il y a un truc qui est toujours raté, c'est la manière de présenter les produits. Dans l'horloge, je trouve que t'as l'impression que tout le monde fait pareil. Donc on est toujours sur des vitrines, on met le produit sur un petit coussin là, tu vois. Et je trouve que tu vois, au lancement de Alto, il y avait un truc qui était sympa, c'était la montre, elle lévitait, tu vois, il y avait un côté un peu, c'était un peu mais tu peux pas la toucher quand même. Mais tu peux pas la toucher, exactement. Si, parce que moi j'en avais une au poignet pour la passer, pour aller la présenter aux gens. Ouais, ça c'était. On était 4-5, je crois, à la voir. Et... ils avaient une montre, c'est sûr que ça c'était plus facile. Mais c'est vrai, quand tu dois présenter des montres, en fait, c'est toujours, j'ai rien vu qui m'a fait me dire ah tiens, c'est un peu original ce que je vois là. Alors je sais pas si l'originalité c'est nécessaire dans ce. Enfin, pas original, mais un peu plus immersif, un peu plus personnel. Ouais. En fait là, nous ce qui est important, je trouve, c'est de conserver une expérience simple, qui est un peu à la hauteur de ce qu'on essaie de faire, à savoir une montre plutôt simple, et dans l'expérience t'as pas tu vois, on essaie de casser un peu, on va essayer en tout cas de casser un peu les codes de ce que tu peux avoir dans une boutique traditionnelle. La sécurité, le sas, les montres, elles sont sous vitrine, sous cloche, tu peux pas y toucher, et si tu veux les essayer, il faut appeler un gars qui va potentiellement, s'il veut bien, s'il y a le stock, si machin, si tout ça, te sortir une montre si toutes les planètes s'alignent. Et ça, en fait, cette expérience-là, je la trouve profondément négative, et on veut faire un truc accessible où tu rentres un peu comme dans un moulin, c'est ouvert, tu viens essayer toutes les montres elles sont visibles, tu peux les prendre, tu peux alors il y aura une logistique quand même de les montres, faut qu'elles soient globalement bien présentées à chaque fois, donc on pourra pas toutes les mettre en libre service dans la boutique, mais on va essayer de les rendre le plus simplement possible à l'essai, et que tu te sentes légitime en fait de prendre une montre et de te dire ok, bah je la mets au poignet et j'ai pas peur de la prendre et de la manipuler potentiellement. Mais ce qui est marrant, c'est que vas-y, je t'en prie. Seront-elles réglées à 10h10 Toutes, tout le temps. Ce qui est marrant, c'est que les marques en général en ce moment sont un peu en train de faire le chemin inverse de ce que vous faites vous. C'est-à-dire que les marques très installées ont eu l'habitude de vendre dans des boutiques et se rendent compte qu'en fait le client, peut-être que notamment des grandes marques avec des très gros, des prix moyens très hauts, peut-être que le client a envie d'être dans un appartement, tu vois, les marques qui créent ces effets, ces appartements. Ouais, bien sûr. C'est tu vois, typiquement Piaget Society, où ils ont cet appartement qui est sur la place Vendôme, mais en fait elles font un peu ce chemin aussi avec les AP House. Exactement. Je pense qu'on est dans des stades de développement complètement différents. Mais c'est ça qui est assez rigolo. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. En fait, les marques qui ont des boutiques pignon sur rue, les marques traditionnelles,
ont besoin de se retrouver, à mon avis, plus proches de leurs clients. Parce qu'il y a eu un détachement, surtout dans les 3-4 dernières années où le milieu a pris en ampleur. C'est sûr. De toute façon, moi, je me souviens de me retrouver en face d'une grande marque Place Vendôme. Ça vous laisse le choix, je ne vais pas la citer. Mais où c'était, j'avais rendez-vous dans la boutique et un client arrive avec une casquette de la marque, tu vois. Ouais. Donc le gars, bon, quand même, qui est autant nous on a des casquettes, voilà, mais bon, les clients, ils ont pas tout le temps des casquettes, tu vois. C'était peut-être un journaliste. Et c'était pas un journaliste. Et donc le vigile à l'entrée lui dit ah bonjour monsieur, donc machin. Donc en plus le gars était connu. Et le gars il dit ma bride de casquette elle est cassée. Et est-ce que vous pourrez m'en redonner une autre ou est-ce que je peux voir machin. Et le gars lui dit non désolé vous avez pas rendez-vous. Et je te jure, d'histoire est vraie. C'est lunaire. On était devant une marque où la première montre, elle est à 30 bâtons, comme dirait mon père. Non, 30 000 euros, tu vois, un truc dans le genre, ou 20 000 euros. Et le gars, donc potentiellement, avait dépensé ce type de somme, voire plus, et il n'avait pas rendez-vous, donc il ne pouvait pas rentrer dans la boutique. Mais j'ai trouvé ce moment un peu lunaire et me dire, mais complètement. Mais et justement, et le gars était là, c'est un peu surpris. Cette expérience-là, elle est, je trouve qu'elle est un peu honteuse. Tu vois, pareil, une grande marque sur la même place. Je viens acheter un bouquin et une boucle Ardillon. Et j'ai poireauté 25 minutes devant l'entrée avant qu'il me laisse rentrer, quoi. Et il faisait 5 degrés. Enfin, c'était un peu désagréable. Qu'il fasse 5 degrés ou 25, c'est pas normal, en fait. Bien évidemment, mais je veux dire, d'autant plus que, je sais pas, enfin, et puis ils avaient pas l'air débordés non plus, donc, et je sais pas. En fait, moi, c'est vraiment cette expérience-là. À l'opposé de tout ça. On veut rendre le truc beaucoup plus simple. Il y aura donc en fait la boutique va être découpée en 2 parties. On aura une partie showroom dans l'arrière-boutique. T'es même pas obligé d'ailleurs de rentrer par la boutique. Okay. Une deuxième entrée potentielle. Et ouais, on veut rendre le truc. Donc on veut garder le concept du showroom sur rendez-vous. Comme ça, t'auras la possibilité, si tu le souhaites, d'avoir la même expérience que t'as ici aujourd'hui. Alors ce sera pas le même endroit. Ce sera bien évidemment un petit peu différent. Mais en tout cas, le concept restera le même. Okay. Et on aura aussi la possibilité, et justement, parce qu'on est dans un stade de développement différent par rapport à des traditionnels qui ont besoin de retrouver de la proximité, nous, on a besoin de s'afficher devant plus de gens, donc de profiter du flux, du passage et du passage et de la découverte fortuite. Marine, t'as un micro, t'as le droit de... Oui, du passage et la découverte fortuite, c'est des choses qu'on n'a pas du tout ici. Et en fait, nous, justement, on a besoin que les gens se disent « Ah, mais ça, je connais pas. En revanche, je suis chaud de découvrir ce à quoi ça ressemble. » Et en plus de ça, ce que je trouve intéressant dans le placement, parce qu'on sera juste à côté de la place Vendôme, ça nous va pas du tout. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est un choix stratégique, j'imagine. Nous, on dit les choses, mais en même temps, pas. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Mais en même temps, après, underdog un peu, c'est-à-dire que on n'a rien à faire là-bas. Quand tu regardes qui on est, justement, marque générale, pas trop cher, accessible. En fait, c'est intéressant de venir là-bas, là où c'est un peu l'épicentre du luxe ultime, de dire mais regardez, il y a aussi des choses simples, cool, qui sont pas nécessairement justement caractéristiques de l'expérience dont on parlait juste avant, d'un truc très très pointu au point que t'es pas le droit de rentrer, quoi. Après, potentiellement, c'est vrai que tu vas toucher une clientèle d'Américains qui sont au Ritz, qui se baladent, quoi. Oui, et même un peu tout le monde. Et d'ailleurs, justement, ici, on n'est pas dans un quartier horloger, tu vois, et pour autant, les gens viennent. Et les gens viendront d'autant plus là-bas parce que c'est plus central. Vous êtes vraiment en plus, waouh. Ici, faut venir, quoi. Le Lord. Le Lord, le West parisien vient de sortir. Du West Side. West Side. Non, mais dites pas, je suis pas. Non, mais bon, voilà, t'es pas dans le quartier de prédilection des touristes. Voilà. Là, on est dans l'Est parisien. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu interprètes, Marine? C'est vrai qu'on n'est pas dans un quartier touristique. On est dans l'Est parisien et clairement, c'est pas pareil. Mais là, on veut un peu se placer comme des
des petits challengers de ce quartier-là avec une offre très différente. Et je pense que justement, ça alors, j'ai pas la boule de cristal, je saurais pas ce que ça peut donner, mais ça va être intéressant de voir et d'offrir un truc différent sur une localité où finalement tout le monde est un peu pareil et il y a toujours ce truc traditionnel. Et là, je pense que ça peut être intéressant de changer, de venir casser ces codes-là un petit peu à cet endroit-là. Donc ça, c'est un peu le premier gros projet et sur lequel on s'est posé beaucoup de questions parce que c'est vraiment une thérapie de faire une boutique. Il faut vraiment... c'est clairement une... Je sais pas si c'est... Tous les trois ou toute l'équipe... Et bah, figure-toi que oui, puisque du coup, quand tu fais une boutique, il faut que... En fait, tu as plein de questions à te poser. Il faut que ça te plaise, toi. Il y a un peu d'ego trip là-dedans, bien évidemment, mais tu es au centre de ta marque et c'est ce que toi t'insuffles comme énergie qui fait que... Mais ça, dans ton produit, c'est pareil. Il y a forcément un peu d'ego trip également. Et du coup, il faut que la boutique te ressemble et en même temps, il faut que ce qui te ressemble... il faut que les clients le perçoivent de la bonne manière. Il faut que ça corresponde à ton image de marque. Et l'image de marque qu'ont les clients et l'image de marque qu'on a nous en interne de la marque, elle est forcément un peu différente. Et donc, tu es obligé de confronter en fait toutes ces questions-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que les clients vont chercher, pourquoi les clients s'intéressent à ce que tu fais. Après, vous aviez quand même l'avantage d'avoir déjà eu le showroom, donc tu es en contact permanent avec les clients. Justement, il n'y a pas eu toutes ces questions-là à se poser parce que, en fait, une boutique, c'est vraiment une vitrine, alors qu'un showroom, c'est une pièce où on montre un truc sympa. C'est un lieu de destination, alors que là, ça va être un lieu de passage. Je pense que tu te poses pas non plus les mêmes questions au bout de 8 ans que au bout de 3 ans. En fait, tout ce travail-là de questionnement identitaire sur notre propre marque, on l'a pas nécessairement fait ces 8 dernières années. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une psychanalyse de notre marque de faire une boutique, puisqu'on est obligé de se réintéresser et d'essayer de recomprendre tout ce qui fait la marque, chose que on a fait toujours un peu au fil de l'eau quand même ces 8 dernières années. Oui, de manière naturelle. Chaque projet, c'est... Et en fait, quand même tu fais s'il est boutique, réfléchi, c'est un saladier de qu'est-ce que les gens doivent voir, qu'est-ce que je veux voir moi, qu'est-ce que je veux y mettre de notre personne, de notre personnalité. Est-ce qu'il y a la place pour mettre une MGB au mur? Et est-ce que justement quand tu mets ta personnalité, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut t'empêcher, enfin il y a des trucs de temps en temps, tu vois, ici on met de la bagnole partout parce qu'on adore ça, dans le showroom, et dans le showroom ça passe, mais dans une boutique ça n'a pas lieu d'être non plus. Il faut en mettre un peu, mais il faut du coup un peu aussi ne pas s'écouter. Ouais, et s'ouvrir. S'ouvrir, essayer de montrer les bons signaux. Et puis savoir faire rentrer les gens. Et toutes ces questions-là, elles sont très délicates, elles sont très... Mais il y a une vraie belle réflexion dans ce que tu fais là, parce que c'est... Enfin, c'est une Mais au-delà de la boutique, c'est une vraie réflexion de marque. Mais complètement. Une vraie intelligence. Que tu t'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui devraient le faire. Qui devraient... Ouais, non mais 100%. Mais vraiment. Ouais. Parce que c'est pas aussi simple que ça, et je vois beaucoup d'erreurs dans des boutiques dans lesquelles je rentre. Tu vois, j'ai beau dire ça, tu rentreras dans la boutique dans quelques mois et tu te diras tiens, c'est marrant, il y a quand même pas mal de conneries. ouais, non mais grave, mais ce sera des trucs je te le dirai avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est il y a des petits ciao la team Baltique. Ciao la team. Voilà, c'est un épisode en live et il est 18h10, donc la team Baltique débauche, hein, c'est ça. Exactement. Mais non, mais oui, c'est un vrai bon c'est une vraie bonne démarche, je trouve, quoi. Et c'est vrai que c'est nécessaire de se poser ces questions-là, je pense. Et bien évidemment, en fait, ces questions-là, tu te les poses dans la première et la deuxième et la troisième et la quatrième. Si jamais un jour il y en a 2, 3, 4. Du coup, c'est des questions que tu te poses moins, parce qu'en fait, c'est vraiment le premier format à essayer de trouver et comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on se pose autant de questions dans ce process-là. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas un petit projet, je trouve, d'ouvrir une première boutique. Là où, de temps en temps, quand t'es de l'extérieur, tu te dis, bon. Après, j'ai l'impression que là, tu me dis qu'elle ouvrira quand? Fin de l'année. Fin de l'année. Là, vous avez septembre les clés. Et décembre, on a déjà les clés. Ouais, donc il y a vraiment je dirais, vous avez le temps. Vous prenez le temps un peu. Non, mais quand même, ça vient vite. Ça vient vite. C'est demain, quand même. Non, je sais, mais je pense que vous avez pas eu les clés hier, mais vous avez quand même pris le temps de pouvoir, prendre ce. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens,
ils ont les clés, le lendemain ils ouvrent. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et puis on se dépêche, et puis on fait les travaux en pas longtemps. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, bah ouais, tu peux ne pas avoir le temps, ne serait-ce que économiquement. Le temps, ça coûte. En tout cas, nous, ça nous coûte de prendre le temps, mais vu que c'est le premier jet, on veut pas faire d'erreur, quoi. Il y a d'autres beaux projets en termes de produits. Il y a d'autres beaux projets, pardon, et d'autant plus que ça ne concerne pas encore que le produit, puisque du coup, on va ouvrir un atelier qui est le deuxième gros projet de la marque. Là, pour l'instant, toutes les montres sont assemblées à Besançon, chez le même partenaire depuis le début, qui nous a suivis ces 8 dernières années. Et un peu comme la boutique, on a toujours eu un peu cette frustration de ne pas pouvoir avoir cette connexion avec le produit au final, parce que toutes nos montres sont assemblées et envoyées depuis Besançon. Ouais. Mais ici, tu vois, on n'a pas cette connexion là physique avec ce qu'on peut faire tous les jours. D'accord. Et on s'est toujours dit, il faut pouvoir peut-être un jour rapprocher les entités. Et donc, on a décidé, c'est un projet qui est maturé depuis pareil des années aussi, de réinternaliser l'assemblage, la logistique et le SAV. Ah ouais, complètement. Paris. Mais assemblage, genre de toutes les pièces. Assemblage de toutes les pièces à terme. Alors ça prendra un peu de temps parce qu'il y a de la mise en place. C'est pas ça de 0% à 100%. Et c'est quoi l'assemblage quand on parle d'assemblage aujourd'hui? Qu'est-ce que reçoit celui qui assemble? Alors, il y a différents types d'assemblage, mais grosso modo, nous, ce qu'on fait, c'est on reçoit tous les composants d'une montre. D'accord. On fait il y a toujours une étape de QC, donc de contrôle qualité que tu fais à chaque étape, à chaque réception, envoi des composants. Ouais. Donc, on fait le QC. On assemble du coup boîtier, aiguille, cadran, bracelet. On fait les réglages parce qu'en fait, on fait pas juste de l'assemblage sans avoir au préalable regarder les mouvements si justement les mouvements ont la précision qui correspond à nos standards. Et en plus de ça, aujourd'hui, on relève un petit peu le standard de qualité de nos mouvements. En les réglant de façon plus précise de ce qu'ils sont en sortie d'usine, grosso modo. Donc, tu as quand même pas mal d'étapes. Et après, il faut donc faire l'assemblage de tout ça et en faire la logistique. Donc, ça peut paraître pas grand-chose sur le papier, mais tu vois, ça prendrait 8 personnes chez nous entre la logistique et l'assemblage et le SAV. Et on veut pouvoir, aujourd'hui, aussi rendre cette vision-là accessible du public. C'est-à-dire que demain, si tu as un SAV, on sera capable de te dire, écoute, déjà, on est désolé, ça peut arriver. Mais en revanche, l'expérience sera différente puisque tu seras à même de pouvoir aller voir l'atelier. Donc, tu verras presque ta montre se faire réparer, quoi. On va pas, je crois pas qu'on ira jusque-là en termes logistiques, mais en tout cas, l'idée, c'est de rendre accessible ça, de la même manière qu'on veut rendre accessible nos produits en tant que marque, en étant plus proche de nos clients, en faisant une boutique et en montrant que voilà, on a une valeur ajoutée. On fait pas que réparer et te l'envoyer. Que ça rapidement chez un partenaire. Et le partenaire est très bon dans ce qu'il fait, bien évidemment, mais on veut pouvoir juste se concentrer un petit peu plus sur l'expérience client. Et ça fait partie, je trouve, intégrante de l'expérience de montrer que il y a des mecs, des horlogers derrière qui bossent. Et des nanas sûrement. L'humain, les gars, l'humain, voilà. Et on veut montrer qu'on est, qu'on a cette capacité aussi là, qu'on n'est pas juste une petite marque où tu sais pas trop ce qui se passe. On veut assumer un petit peu tout ça. Alors oui, on met pas Made in France parce que on en parlait un petit peu plus tôt avant ensemble. On met assemblé en France parce que c'est ce qu'on fait et on veut assumer nos produits à 100%, à rien cacher, il n'y a pas de bullshit. Et justement, on veut pas, on veut être à même de pouvoir discuter de nos produits sans avoir à mentir ou distordre. Oui, non, mais surtout, c'est pas, on passe. Encore une fois, ça sert à rien d'essayer de faire croire aux gens. Le débat, là, il est pas là. Et on veut le montrer. Donc, pour le montrer, il faut l'assumer. Et surtout, c'est bien en plus d'en parler, si je puis dire, parce que
je veux dire, quand il y a beaucoup de marques qui essaient un peu de cacher la poussière sous le tapis, alors qu'en fait, faut être clair sur le fait que c'est déjà on n'a pas les compétences en France pour faire une montre comme ça à ce prix-là. Ça, c'est sûr, ni même une montre comme ça à peine. Enfin, tu vois. Et en plus, voilà, faut être clair là-dessus en disant on ne peut pas le faire. Et donc, si aujourd'hui tu veux produire une montre comme ça, il faut forcément aller voir des partenaires externes. Et la Suisse non plus est pas capable de produire une montre à ce prix-là. Dans ce sens-là, si, tu crois? Moi, à mon sens, non, mais après. À ce prix-là, non. Ouais. À ce prix-là, non, mais en fait, ce qui est rigolo en Suisse, j'ai déjà eu des expériences quand même qui sont assez rigolotes. On a déjà été voir des fournisseurs qui... Je sens que le rigolote va pas du tout être rigolo. Mais qui nous proposent, en fait, si tu veux, qui nous proposent dans un espèce de catalogue entre eux, c'est vraiment du Swiss made, et puis c'est du Swiss made un peu moins, et puis c'est du Swiss made Far East. Et quand on me dit ça, c'est quand même dingue parce que en fait, le Far East, c'est ouais, pas mais Zurich, on va quoi. quand même te dire c'est tampon Swissmade, tu vois. Et oui, et en fait, moi, je comprends pas qu'on ait à devoir mentir aux clients ou distordre des réalités et tout. Ouais, alors en fait, c'est surtout que ta montre, elle est pas moins bien, en fait. C'est dingue. C'est fait au même endroit. Et en fait, c'est juste une question d'assumer un petit peu tout ça. Et je pense que dans notre génération, on est beaucoup plus conscient du fait que, ok, en France, il y a des gens compétents pour faire de très belles montres. Théo Fraisse, tu m'écoutes. Bonjour. Ouais, c'est clair. Mais on n'a pas les mêmes types de compétences. Et faire une montre industrialisée avec du volume. Il y a guère que Pékinier qui peut le faire, peut-être. Ils sont très peu. Et bien évidemment, on aimerait pouvoir le faire en France. Mais je veux dire, si on n'a pas le choix et si on veut pas, si on veut offrir une expérience à un certain prix, et là encore, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais les gens voudraient tous consommer français, bien évidemment, avec grand plaisir. Mais à quel prix? Et en général, les gens ne veulent pas mettre le prix ça, c'est sûr. du tout. Donc, il n'y a pas de... Je te rassure, je vois quand même beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Je fais quand même beaucoup de vidéos maintenant qui font chaque mois plusieurs millions de vues. Donc maintenant, j'ai un échantillon représentatif un peu de la population française. Et je me fais tacler à chaque fois sur des t-shirts qui peuvent être à 30 €, tu vois. Où il y a des gens qui disent, il y a eu une vidéo où j'étais sur un t-shirt à 80 € et les gens étaient là genre, mais t'as pété un plomb, mais vous n'avez pas honte. J'ai même vu quelqu'un qui m'a écrit un jour, vous n'avez pas honte, de quelqu'un qui dit ça. Mais donc je dis oui, mais écoute, ce t-shirt là en fait il est fabriqué par une société française qui utilise des machines ancestrales, etc. Enfin bref, il y a même pas besoin de justifier, et la personne elle réalise pas ça en fait, et elle te dit bah non, mais moi je vais chez un grand fabricant de vêtements de sport qui commence par Decat et qui finit par Tlon la forme et qui vend des t-shirts à 4 €. Elle me dit moi j'achète 12 t-shirts à 4 € par an. Mais je dis oui, mais enfin d'accord, mais en fait le débat il est pas le même. Enfin je sais même pas pourquoi distorsion de réalité. Ouais, c'est ça, en fait il y a vraiment des gens, les gens sont pas prêts près de pouvoir d'achat aussi, je pense. Ouais, non mais alors là complètement, je comprends complètement, mais je dirais que il y a le pouvoir d'achat, mais aussi il y a la manière de consommer. Il y a un shift entre les attentes et les attentes économiques de ta consommation et les attentes éthiques de ta consommation. C'est ça. Mais le pouvoir d'achat, je trouve qu'il est un peu biaisé parce que il y a des gens qui, quand tu ne peux vraiment pas, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que ce soit une question de pouvoir, c'est plutôt une question de vouloir et d'habitude et de manière de consommer. De changer complètement ta consommation. Enfin, complètement ou petit à petit, mais en tout cas de changer ta consommation. Mais tout le monde depuis des années nous dit consommer local. Bien évidemment que si tu peux, c'est bien mieux. Mais il y a aussi eu un peu de brainwashing sur le consommer local, parce que un jour, et c'était il y a pas si longtemps que ça, au final, on a commencé à nous dire mais achetez que français sur tout ce que vous pouvez. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne fait plus en France, et de l'horlogerie de façon industrielle en tout cas, notamment. Et en fait, du jour au lendemain, on ne peut plus faire ça. Et en Chine, ils le font très bien, ils le font mieux que nous, et ils le font sûrement pour le même prix mieux que la Suisse.
Et oui, mais désolé, mais de toute façon, la Suisse le fait là-bas aussi. Donc alors, en fait, à la base, il faut faire un petit rappel. En tout cas, vous allez du coup ouvrir un atelier à Paris et pas en Chine. Là, qu'on soit très clair. Marine travaille à la SNCF, raccroche les wagons. Non, bah s'il te plaît, non pas à la SNCF. Non, mais ils t'ont pas bien traité la SNCF récemment. Il faut être clair là-dessus. En tout cas, en fait, moi, j'ai en tout cas pas trop de mal à assumer ça du tout, puisque je trouve que en fait, c'est assez normal d'être transparent là-dessus. Et non, mais c'est tout à votre à mon avis, toutes les marques y gagneraient, y compris les traditionnels, à assumer tout ça, puisque du coup, c'est juste, c'est mentir. À mon avis, c'est pas du bon marketing. Mais bon, après, c'est une forme de mensonge. Et donc là, vous allez ouvrir cet atelier SAV dans le 20e, c'est ça? Dans le 20e arrondissement, ouais, tout à fait. Arrondissement. Un peu accessible, il faudra voir les horaires. Un peu accessible, alors on va voir un petit peu, on va moduler tout ça selon ce qui est possible de faire, ce qui est possible de voir, etc. puisque du coup... Vous accueillerez les groupes, les enfants? J'imagine. Très chouette comme expérience. Ma classe de grande section de maternelle, tu vois. Mais non, l'idée c'est de rendre le lieu un petit peu accessible. Bien évidemment, ce sera pas porte ouverte tout le temps, mais l'idée c'est de pouvoir juste le montrer, découvrir un peu le truc, de temps en temps faire des petites choses là-bas, des petites animations, petit apéro, voilà, assembler ta montre, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place qui sont intéressantes. Ça peut être génial, ça. D'assembler sa Baltique. Bam, tu repars avec ta Baltique et c'est toi qui l'as assemblée. Carrément. Parce que souvent, les trucs, tu vois, petite digression, mais souvent... C'est vrai, les ateliers d'horloger, tu repars pas avec ta... Non, mais même, tu vois, j'ai vu là récemment un service qui était proposé, c'était un mélange entre la mode, Seiko mode et... Tu vois, bref, déjà, sans même pas trop. Non. Oui, non, mais je te demande pas de... Je sais qu'elle va pas bien se sentir à ce moment-là. Elle va commencer à s'énerver, devenir toute rouge et tout. Genre, elle aime personne n'a envie de voir ça. On n'avait pas envie de voir ça. Mais souvent, c'est un peu dans ce genre-là. Mais c'est vrai que si tu dis à la personne, tu le fais sur une montre sympa, une Baltique par exemple. Il faut après avoir la conscience de le faire sur sa propre montre. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on pourra mettre en place. C'est cool, je trouve. Et à la fin, c'est des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours une expérience plus proche de nos clients et de laisser les clients un peu découvrir l'univers. Et je pense que ça passe aussi par ça. Et puis, on avait envie tout simplement de vraiment, encore une fois, raccrocher les wagons et être proche un petit peu de ce qu'on fait et de pouvoir, du coup, même pour vous aussi pour nous et pour les clients. C'est vraiment important sur ces deux points-là. Et dans les autres grands projets, bien évidemment, il y a encore plein de sorties, il y a plein de choses qui vont arriver, ça va être assez chouette. Tourauto l'année prochaine aussi ou Tourauto l'année prochaine aussi. Okay. Ouais. D'accord. Les dates. Vous avez signé pour combien d'années? Alors on n'a pas signé. D'accord, ok. Pour un nombre d'années C'était spécifique. Non. Mais en tout cas, l'année prochaine, on sera de retour. Donc là, vous avez re-signé pour l'an prochain. Voilà. D'accord. Okay. et oui, et pareil, vous allez faire une édition limitée, toujours. Alors l'idée, en gros, c'est pas nécessairement de retourner sur le même schéma qu'on a déjà fait avec le tour. C'est peut-être de faire un truc différent, donc je laisse la surprise. D'accord. On verra un petit peu ce qui sera. Voilà, en tout cas, on repart. Ne nous tisse pas trop, Marine, parce que là, je sens qu'elle a déjà envie d'être à l'édition de l'année prochaine. Là, tu vois, mais il y aura un truc. Et je jure pense que ça va être si très l'année joli. Prochaine, elle le fait pas, moi, je pourrais pas la tenir. Hein. Ah bah non. Moi, je vous le dis, je la garde pas à Paris. Je pense qu'elle va courir dans les voitures, que ce soit dans le Puy-de-Dôme ou. J'ai déjà envie d'y être. Ouais, non, ça va. Franchement. C'est rien, non, c'est quoi, 365 jours. Ouais, bah oui, j'imagine, ça pétille. Du coup, ce sera forcément un produit, et en parlant de produits, justement, on a pas mal de trucs qui vont venir ces prochaines années. Il fait les transitions lui-même. Écoutez, moi je pose mon monsieur transition. Pour les 10 ans. On a pas mal de petits trucs, et effectivement, donc là on a 8 ans, on veut faire des choses spécifiques pour les 10 ans, et le 10e anniversaire, en fait, on a de temps en temps eu l'envie pour le 7e ou pour le 8e ou pour le 3e de faire de belles choses pour notre anniversaire. On a fait, il s'avère, un premier truc pour nos 5 ans, et on s'est senti bloqué de se dire, on va pas faire un truc pour nos 7 ans, du coup ça n'a pas de sens. Donc là, pour nos 10 ans, on fera une année un peu exceptionnelle avec des projets exceptionnels dedans. Et ça, on est très très pressé de vous montrer, mais ça va être dur d'attendre 2 ans. Ouais, c'est dans longtemps quand même. Ouais. En attendant, on consolide les... En revanche, on bosse dessus et ça va vraiment être un beau
une belle cuvée 2027. Ça va être super. C'est une montre Very Good Lord avec ma photo sur le cadre. Non, c'est une montre rose. Juste ta petite photo en rectangle à 6 heures, ça va être magnifique. Montre de dictateur, tu vois. Une tour auto-marine rose. Et mais en attendant, du coup, justement, on est dans une année là assez particulière où on va rationaliser un petit peu la collection. D'accord. Il y a des modèles qui sont sortis, chose qui n'était pas arrivée depuis le début. Bicompax notamment. On a renommé les Tricompax en Scale Graph et on est en train un petit peu de finalement remettre un petit peu la collection pour les 10 années supplémentaires derrière. Il vous êtes très mature dans votre réflexion, je trouve, dans la manière dont vous gérez. L'année de la maturité pour Baltic. De l'entendre dire. Non, mais c'est vrai, c'est très. Tu sais, on fait le truc un peu. Tu sais, on n'est pas en Suisse ici, donc on n'est pas entouré de tous les copains horlogers à droite à gauche, et on fait le truc un peu solo entre guillemets ici. Mais c'est très. Déjà, on est dans le 10e. Et il n'y a pas beaucoup d'horlogers dans le 10e arrondissement de Paris, tu sais, donc. Donc non, écoute, on s'efforce de faire les choses avec maturité. Je trouve que c'est dans ce que tu nous dis, il y a une vraie maturité dans la. Il y a une prise de recul énorme. Un vrai recul qui est énorme pour une marque assez jeune. Et 8 ans, c'est vieux quand même. Mais honnêtement, c'est assez bluffant d'un point de vue strat. Absolument. Bah, on essaye, et du coup, justement, là, il y a eu 8 ans de produits, donc il y a eu des choses qui ont été faites. On trouve que de temps en temps, il y avait quelques incohérences. Et puis, une collection, ça vit comme, une entreprise, ça vit. Et vu qu'une entreprise vit sur ses collections, des collections, ça évolue aussi. Et en fait, on a ressenti un peu le besoin de, justement, retrouver un petit peu de maturité dans nos collections. On a fait beaucoup de choses horizontalement ces dernières années sur les collections, et on veut pouvoir un petit peu retrouver de la clarté, pouvoir se dire que sereinement, les 10 prochaines années, on va comprendre là où on veut aller. C'est ce qui est pas nécessairement facile pour nous de faire, mais en tout cas, c'est un bel exercice, et encore une fois, c'est un exercice qui suppose pas mal de questions, et c'est assez intéressant de voir que il faut se poser les questions maintenant, se rendre compte que voilà où on veut aller. Donc on aura des sorties. Il y a un travail sur le temps long, il y a un travail sur le. Exactement. Le temps des sorties, c'est vrai qu'il faut se projeter dans ce qui va se passer demain. Ouais. Sur qu'est-ce qu'on a envie de voir perdurer, comment est-ce que ça correspond pas à une époque chez nous, mais qui est plus nécessairement qui est passé, correspondant à nos valeurs tout de suite. Voilà, donc il va y avoir pas mal de sorties, pas mal de choses qui vont changer un petit peu. Alors ça va pas être forcément une année où il y aura les plus grandes nouveautés chez nous, mais on conserve pas mal de trucs sympas pour la suite quand même. Super. Ouais. On a hâte. Ouais, absolument. Est-ce qu'on serait pas arrivé au bout de ce podcast? Mais je crois que c'est la fin. Magnifique. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. Toujours un plaisir de vous recevoir. Avec grand plaisir. Repassez quand vous voulez. T'inquiète. Dis pas ça à Marine 2 fois, parce que sinon... Demain, toc. Le plus grand mystère, c'est est-ce qu'on a fait cette interview en plan séquence? Je crois pas. Je ne sais pas. Peut-être. Les aléas du direct. Les dieux des internets ne sont parfois pas avec nous. Mais bon. Écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir regardé ou écouté ce podcast, puisque ce podcast a été filmé. Pour la première fois. Voilà. On fait un petit test, on filme. Est-ce que le film vous a plu? Dites-nous dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, un petit 5 étoiles. Comment tu fais le petit cœur Parce que là... Là, c'est compliqué. C'est sûr. Oh, attends. Voilà. Oh. Un petit cœur. Un cœur avec la couronne là-haut. Un petit cœur, non mais vraiment, voilà, pour dire que vous aimez ce podcast, parce que c'est ce qui fait vivre ce podcast. On est désolé s'il y a eu un petit creux, voilà, entre les 2 épisodes. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Merci Étienne de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Longue vie à Baltic. Et puis on reste au courant de toutes vos actus. À la prochaine. Merci les amis. Ciao. À plus. Salut.